Bonjour à tous, je suis Florence Porcel, Community Manager officielle de l'Univers, et je vous souhaite la bienvenue dans ce 4e podcast qui parlera entre autres de trous noirs, de la fête de la science, d'exoplanètes et de physique quantique. L'événement de la semaine, c'est la fête de la science qui bat toujours son plein au moment où je vous parle, puisqu'elle a commencé le mercredi 10 octobre pour se finir le dimanche 14 octobre. C'est une fête nationale avec des centaines d'événements organisés dans toute la France, dans plein de communes. Et quand on regarde sur le site fêtedelascience.fr, on se dit que c'est impossible qu'il y ait rien à moins de 30 km de chez soi. Et en plus, il y en a pour tous les goûts. C'est-à-dire qu'on peut parler de chimie, de dinosaures, d'espace, de médecine, de biologie, d'électricité, de lumière, d'environnement, d'astronomie, des océans, de l'eau, des animaux, des maths. Et puis c'est vraiment très divers au niveau de la forme, puisque ça peut être des expos, des spectacles, des rencontres, des expériences, des visites. Donc vraiment, s'il n'est pas trop tard, emmenez vos enfants et vos ados, faites-les rêver, faites-leur découvrir que la science peut être passionnante et ludique, et que ça se résume vraiment pas à ce qu'ils apprennent à l'école. Et même si vous écoutez ce podcast après le 14 octobre, allez jeter un œil sur le site quand même, parce qu'il y a des villes qui en profitent pour déborder un peu. Par exemple, à Châlons-en-Champagne, la ville d'où je viens, il y a des manifestations sur la conquête de l'espace qui courent jusqu'au 3 novembre. Donc tout le programme, ville par ville, est disponible sur le site fêtedelascience.fr. Mais si jamais vous n'avez pas le temps de vous déplacer ou que c'est trop tard, je vous conseille ce documentaire sur les trous noirs produit par Science et Avenir. Alors il est vendu sur la jaquette comme un film exceptionnel. Alors faut pas déconner non plus, parce que ça reste quand même un astrophysicien interviewé assis à une table devant un ordinateur qui nous montre des simulations. Mais elles sont belles, ces simulations de trous noirs. Le scientifique est très clair. Les questions sont très intéressantes, les explications sont simples, et je vous le conseille si vous n'y connaissez rien en trous noirs, en physique ou en quoi que ce soit. C'est vraiment une très bonne base pour comprendre. Donc il date de 2008, il dure 38 minutes, il coûte 7 € et il faut le commander par mail à Science et Avenir. Et je mettrai bien évidemment les coordonnées en lien dans le post dédié à ce podcast sur mon blog. Mais si vous n'avez pas 7 € à mettre dans un documentaire, mais que vous voulez rêver quand même, je vous propose, et c'est le bidule 2.0 de la semaine, de suivre le compte Twitter de la sonde Voyager 2, qui tweet régulièrement la distance à laquelle elle et sa sœur, comme elle l'appelle, Voyager 1, se trouvent de la Terre, donc respectivement à peu près 13 et 16 heures-lumière de la Terre. Et c'est assez vertigineux quand ce tweet arrive mélangé aux autres dans votre timeline, parce que, à force d'entendre parler d'années-lumière, de ce concept un peu, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, on s'habitue, mais on ne se rend pas bien compte des distances gigantesques auxquelles ça correspond. Du coup, j'avais écrit ce tweet un jour pour mettre tout ça en perspective. Voyager 1 se trouve à 16 heures-lumière de la Terre. Elle est partie en septembre 1977. Imaginez maintenant la distance d'une année-lumière. Voilà, ça remet un peu les choses à leur place. Alors en tout cas, les sondes Voyager s'éloignent de plus en plus, et on peut le savoir en temps réel grâce à leur compte Twitter. Et pour ceux qui ne sont pas inscrits, je rappelle que Twitter est public. Il vous suffit de taper @NASA Voyager 2 tout attaché dans Google, et le premier lien, normalement, vous renvoie vers le compte que vous pouvez consulter même sans avoir de compte Twitter. Mais puisqu'on parle de distance et de Twitter, passons au tweet de la semaine par Fusiraptor qui a dit « Entendu à la fête de la science 2012, si des extraterrestres vivant très loin avaient des superdétecteurs, ils pourraient voir les dinosaures sur Terre. » Alors certes, c'est vrai, mais ces extraterrestres, il faudrait qu'ils soient vraiment très loin, puisque les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années quand même. Donc si des extraterrestres voyaient en ce moment les dinosaures, il faudrait qu'ils habitent sur des planètes situées à plus de 65 millions d'années-lumière de nous, ce qui est une distance considérable. Donc moi, ce que j'espère, c'est que quand même des extraterrestres, quelque part, sont en train de regarder, moi je sais pas, la Révolution française ou la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb ou j'en sais rien, moi, l'adolescence de Jésus, la construction des pyramides, voilà, ce qui voudrait dire qu'ils se situent à peu près entre quelques dizaines et quelques milliers d'années-lumière de nous, ce qui est quand même un peu plus proche. Mais si c'est vrai pour eux, c'est vrai pour nous, c'est-à-dire que quand on regarde, quand on découvre des exoplanètes et qu'on essaye de détecter des signes de vie ou des signes chimiques dans l'atmosphère qui voudraient dire qu'il y a de la biologie en dessous, plus elles sont loin, plus on les regarde dans le passé. C'est-à-dire que si par exemple on regarde une exoplanète qui se situe à 5000 années-lumière, on la voit telle qu'elle était il y a 5000 ans. Donc ça se trouve en 5000 ans,
il y a des êtres peut-être conscients et intelligents, qui se sont mis à émettre des ondes radio, et on ne les a pas parce qu'elles sont trop loin pour qu'elles nous soient encore arrivées. On les aura dans 5000 ans. C'est assez frustrant. Mais donc, tout ça pour dire qu'on ne peut pas voir le présent. C'est impossible. On ne peut pas. C'est-à-dire que plus on regarde loin dans l'espace, plus on regarde loin dans le temps, puisque l'espace-temps est une seule et même chose. Donc, on ne peut pas voir le présent. C'est impossible. Mais puisqu'on est dans les exoplanètes, je vais passer à l'info de la semaine, qui est un peu old, mais quand même, si vous ne le savez pas, c'est quand même cool de l'apprendre. C'est qu'il est possible, de chez soi, avec son ordinateur, et quelques notions d'anglais quand même, de chercher et peut-être de trouver des exoplanètes avec les données publiques du télescope spatial Kepler, qui sont mises à disposition sur le site Planet Hunter, sur lequel on peut s'inscrire. Et donc, après cette inscription, on a le droit à avoir accès à ces données de Kepler et à trouver, en observant très bien, peut-être une exoplanète. Alors comment, avec quelle méthode ? Avec la méthode de la baisse de luminosité de l'étoile quand la planète passe devant. Ça s'appelle le transit planétaire. Si c'est pas clair, je vais vous expliquer. C'est le principe du phare, si vous voulez. Allez dans un champ, mettez-vous en plein phare et asseyez-vous face à votre voiture à, je sais pas moi, à 200 mètres. Quand un sanglier passera devant les phares de la voiture, vous le verrez, la nuit évidemment, vous le verrez, vous ne verrez pas le sanglier, mais vous verrez que le phare baisse de luminosité parce que le sanglier passera devant. Donc il occultera la plupart de la lumière du phare. Si c'est un renard, vous le verrez passer aussi, mais la baisse de luminosité sera moins grande parce que l'animal sera moins gros, donc il cachera moins de surface de luminosité du phare. Et si c'est un moustique, vous n'arriverez pas à le détecter avec la baisse de luminosité du phare là où vous êtes assis. Et chercher des exoplanètes, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que on voit les exoplanètes passer devant leur étoile, et donc la lumière de l'étoile baisse en luminosité. Alors ça peut être évidemment très infime, les étoiles étant très grosses et les planètes beaucoup plus petites, c'est vraiment c'est infime comme baisse de luminosité. Mais c'est comme ça qu'on trouve la plupart des exoplanètes, et c'est comme ça que vous pouvez les trouver, vous, avec votre ordinateur, grâce aux données mises en ligne sur le site Planet Hunter. Et d'ailleurs, j'ai un petit coup de gueule à ce sujet, c'est que Planet Hunter, si on traduit, ça veut dire chasseur de planètes. Et ça me gonfle, on chasse pas des planètes, des exoplanètes, on les trouve, on les découvre, on les cherche, mais on les chasse pas. Je supporte pas ce vocabulaire guerrier là qui est en train de prendre le pas sur un vocabulaire plus technique, plus scientifique, tout ça pour peut-être, je sais pas, attirer les gens, j'en sais rien. Bref, c'est très humain, c'est peut-être très masculin aussi, et moi ça me plaît pas, ça me gonfle. Donc voilà, on ne chasse pas une exoplanète, on la cherche, on la trouve, et ensuite on la respecte. Merci, bisous. Mais vous n'êtes pour rien, mais juste ça m'énerve. Alors, vous trouverez peut-être des exoplanètes grâce à ce site mal nommé, mais connaissez-vous déjà les principaux objets transneptuniens de notre propre système solaire ? Alors, c'est l'image de la semaine, on en voit quelques-uns ici, c'est Eris, Pluton et Charon, Sedna, Quaoar, Horus, donc avec la Terre à l'échelle à côté pour se rendre compte des tailles. Ce ne sont pas des planètes, ce sont des plutoïdes, des planètes naines, voilà. Mais tous ces objets sont au-delà de l'orbite de Neptune, qui est la planète la plus éloignée du Soleil dans notre système solaire. Et on ne les connaît pas très bien parce qu'on n'y est jamais allé tout simplement. Mais la sonde New Horizons devrait arriver autour de Pluton le 14 juillet 2015 pour nous en dire plus sur tous ces objets. Voilà. Alors, en attendant qu'elle arrive, je vais vous parler de la date de la semaine qui était le vendredi 12 octobre. C'est le jour où l'ESA, l'Agence spatiale européenne, a lancé 2 satellites, Galileo, il s'appelle, qui est le GPS européen. Et voilà, donc ils sont désormais au nombre de 4 en orbite autour de la Terre, en orbite moyenne à peu près 22-23 000 km d'altitude. Et c'était donc hier, puisque j'enregistre ce podcast le samedi, et j'étais invitée à live-tweeter ce lancement de satellite en direct du siège de l'ESA à Paris. Et c'était formidable parce que c'était la première fois déjà que l'ESA organisait ce genre de choses pour des tweetos. Donc on était 4 ou 5, j'étais la seule fille. Mais c'était vraiment passionnant parce qu'ils nous ont organisé des rencontres avec les différents spécialistes. Alors un spécialiste des lanceurs, un spécialiste de la com de l'ESA, voilà, qui nous ont expliqué un petit peu comment l'ESA fonctionnait, etc. Et c'était vraiment passionnant
de rencontrer des gens passionnés et de voir qu'il y a des choses qui se font, il y a un dynamisme, une volonté de faire de la conquête spatiale, d'envoyer des engins, d'aller toujours plus loin, de faire des découvertes scientifiques, etc. Et on a beaucoup parlé, ça a duré très longtemps et c'était vraiment... c'était incroyable comme soirée et je remercierai jamais assez Lésa de m'avoir invité hier soir. Et j'espère que je pourrai y retourner très vite. Voilà. Pour terminer ce podcast, je passe donc à la personnalité de la semaine qui est Serge Haroche. Le français qui a reçu le prix Nobel de physique le 9 octobre avec l'américain David Wineland pour la mesure et la manipulation des systèmes quantiques individuels, donc dans le domaine de la recherche fondamentale. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de physique quantique, ça va pas être possible, mais je vais essayer de vous expliquer en quoi consistent ces recherches à Serge Haroche et pourquoi il a mérité ce prix Nobel. Alors, le monde quantique, c'est le monde de l'infiniment petit, c'est le monde des particules élémentaires, et c'est aussi le monde de l'indécision, de la probabilité. C'est-à-dire que tant qu'on ne les observe pas, les particules au niveau quantique peuvent à la fois être dans un endroit et dans un autre. Vous avez sûrement entendu parler de ça avec l'anecdote amusante, l'expérience amusante du chat de Schrödinger qui est dans une boîte et que tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on ne sait pas s'il est mort ou vivant, c'est-à-dire qu'il est à la fois mort et à la fois vivant. C'est possible dans le domaine quantique. Et une fois qu'on ouvre la boîte, donc une fois qu'on le regarde, il est soit mort, soit vivant. Il choisit un état. Et en fait, donc ça c'est le monde quantique. Et quand on passe du monde quantique au monde macroscopique, qui est le monde qui est un petit peu au-dessus, qui est un petit peu plus, dans des échelles un peu plus grandes, l'indécision quantique disparaît. C'est-à-dire que les particules décident d'un état. C'est-à-dire que le chat décide s'il est mort ou s'il est vivant. Ça s'appelle un saut quantique. Et c'est ce passage-là, entre le monde quantique et le monde macroscopique, que Serge Haroche a réussi à étudier. Et alors l'exploit réside dans le fait qu'il n'a pas étudié un chat, mais des photons. Et les photons, c'est des particules de lumière. Et les photons, dans le monde quantique, choisissent un état quand on les regarde. Et quand on ne les regarde pas, ils sont à la fois ici et là. Mais quand on les regarde, ils choisissent un état. Et lui, Serge Haroche, il a réussi à observer les photons sans que les photons sachent qu'on les observait. Donc il les a vraiment observés dans leur état d'indécision. Et il a réussi, et il a été le tout premier à étudier, sans que les photons s'en rendent compte, donc le saut quantique, donc à étudier le moment de transition du monde quantique au monde macroscopique. Et alors vous allez me dire, ouais d'accord, mais tout ça c'est bien joli, mais ça sert à quoi ? Ça va servir à tout simplement à certainement fabriquer des ordinateurs quantiques dans les dizaines d'années qui vont arriver. Voilà. Si je vous ai perdu avec toutes ces explications un peu techniques de la physique quantique, je vais essayer de vous faire sourire. Enfin, pas moi d'ailleurs, pas moi. C'est Alexandre Astier qui va essayer de vous faire sourire avec ce tweet. Donc je le cite. Pour le prix Nobel de Haroche, que les choses soient claires, je n'ai fait que superviser, le mérite lui revient totalement. Voilà, c'est assez marrant parce qu'on sait que Alexandre Astier, visiblement, est passionné de sciences et plus particulièrement de physique quantique, puisqu'il avait fait un sketch à ce sujet que je vous conseille si vous ne le connaissez pas. Voilà, c'est donc la fin de ce podcast. Je remercie tous ceux qui le regardent, qui l'écoutent, qui le téléchargent sur iTunes et surtout qui le notent et qui mettent des commentaires n'importe où, sur iTunes ou sur mon blog. Ça me fait très plaisir parce que c'est beaucoup de travail et voilà, ça fait chaud au cœur de voir que vous faites l'effort de mettre un commentaire ou une note. Et je termine en vous rappelant de ne pas oublier de regarder le 20-20h tous les dimanches à 20h sur France 5, vous pourrez m'y apercevoir. Voilà, à la semaine prochaine.